Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la journée. Je fais quelque chose d'un peu différent aujourd'hui, donc je vais vous parler un peu pas d'un projet, mais un peu une réflexion à travers mes projets, à travers des projets étudiants. J'ai essayé de résumer un peu de façon les questions qui se posent pour moi à des pensées à travers tout ça. Donc, quand on travaille comme je le fais en études médiatiques, on devient assez habitué de penser justement à travers des technologies différentes, de les penser ensemble et en groupe, de voir des ressemblances et des tendances à travers tout ça. Vous allez voir donc que je vais vous donner des vignettes de projets avec différents médias que j'ai regroupés en propositions. Donc, peut-être c'est une bonne place où terminer la journée, donc avec ces propositions. Donc, c'est trois regroupements d'idées, de raisons, d'explications, de motivations qui nous aident à comprendre ou problématiser peut-être, j'espère, les pratiques des médias rétro. Donc, je les pense vraiment comme des propositions pour penser les médias rétroactivement et c'est pour ça que j'ai ajouté le sous-titre aujourd'hui, trois propositions pour une pensée rétroactive. Euh, donc, je commençais là justement en pensant, en se demandant, nous, peut-être, comme question que je lance à nous tous, qu'est-ce qu'on pourrait dire par des médias rétroactifs? On pourrait y réfléchir justement en groupe. Et mon intuition de départ, c'est que le fil conducteur qui me rassemble ces projets pour moi est que le besoin ou le désir de tourner vers le passé, une position ou une réaction active par rapport au présent. Dans ce sens, le rétro est un choix politique, critique, entre autres, motivé par quelque chose. Et c'est ça que je veux comprendre. Et c'est aussi pourquoi le titre de ma présentation parlait de mythes et les mythes de l'obsolescence. Ce qui nous semble obsolète, souvent ne l'est pas tout à fait, est repris de manière que d'en parler comme rétro et comme obsolète obscure un peu leur importance dans un maintenant actif. Donc, avec ces propositions, j'ai vraiment essayé de suivre l'esprit des consignes d'entrée, de tâter le terrain, et pas de fixer des catégories, de prendre un peu un recul par rapport aux projets qui m'entourent, les miens, les étudiants, et de comprendre la place du soi-dit vieux dans tout ça. Donc, j'ai un nœud de médias et de pratiques, et j'ai aujourd'hui tiré sur trois fils, des fils devenus des propositions qui se tissent et recoupent un à l'autre. Donc, première proposition, c'est que les médias rétroactifs sont productifs. Productif, dans quel sens que je veux dire ce mot? Dans le sens de nous aider à faire et à savoir, de manière que le soit-dit obsolète est aujourd'hui génératif d'idées, de connaissances. Positif dans le sens de compliquer les lignes entre passé et présent, dans le sens de penser le rétro non comme des artefacts fixes et achevés, finis ou aboutis, mais avec encore une pertinence et une ou des vies qui continuent. Et si on est d'accord avec cette idée, ce sont des médias qui existent encore dans des relations et dynamiques actives, plutôt que dans des schémas chronologiques avec des dates de naissance et de mort. Ils sont productifs parce que leur vie, leur histoire continue encore. Mon premier projet est lié, mon premier exemple est lié à mon projet actuel que Carl a mentionné sur le papier high-tech et de l'impression de sécurité. Le monde des médias papier est souvent relégué au vieux, à l'obsolète, à l'archivique ou, comme un de mes amis l'a dit, au poussiéreux. Et nous avons probablement tous vu une panoplie de textes populaires et scientifiques qui annoncent la mort du livre, du papier, des journaux, de l'imprimé. Mon objectif dans ce projet est de faire le contraire, de repenser le papier et l'impression comme une technologie qui est toujours en renouvellement. Ce qui m'intéresse, ce sont les objets qui d'une grande partie, ont des longues histoires et traditions, le papier-monnaie, les pièces d'identité et toute forme de documents officiels. L'industrie de l'impression de sécurité qui produit ces médias est largement invisible et méconnue, malgré le fait que ce sont des artefacts du quotidien. C'est une industrie qui doit garder ses secrets, mais aussi qui doit garder ses papiers complexes et nouveaux. Elle le fait grâce à un ensemble de techniques qui vont authentifier le papier. Certaines ont des longues histoires, le filigrane ou la gravure par exemple, et d'autres sont plus récents, des encres UV, des éléments nano-optiques, du papier fait de plastique. Il y a plusieurs raisons que penser avec ces objets nous ouvre à de nouvelles perspectives, notamment sur l'histoire de l'impression elle-même. Mais de façon plus pertinente pour nous peut-être aujourd'hui, le papier high-tech est toujours multisensoriel et complexe, c'est-à-dire il est le résultat de développement en sciences des matériaux par des physiciens et des chimistes et non nécessairement le produit d'une transformation numérique. Ces objets se renouvellent grâce aux innovations continuelles
en matériel de l'image, de l'inscription, de l'impression. Le papier et l'impression ne sont donc pas des médias obsolètes si on change ou on place notre attention sur ces objets, si on ouvre l'étude de l'imprimé à ces choses. Et je vais revenir à l'imprimé aussi plus tard, vous allez voir d'une autre façon. Donc, première vignette, des technologies qui, dans l'imaginaire, existent comme des reliques de notre temps, qu'on pourrait croire comme rétro ou en cours de devenir obsolètes, mais qui continuent de se transformer d'une manière qui ne s'aligne pas à nos façons de penser, vieux, nouveau, analogique, numérique. Et je notais rapidement aussi, par rapport à ça, un autre aspect de ces technologies, particulièrement lié aux nano-optiques, ça veut dire ça, c'est comme la nouvelle version des hologrammes. Et c'est ce qui produit les versions, les images iridescentes dans l'argent, par exemple. Et j'ai travaillé dans un projet avec des scientifiques qui font ça et des artistes qui voulaient explorer ça, justement pour explorer ce qu'un artiste ferait avec l'accès à cette technologie nano-optique. Donc, qu'est-ce qu'on ferait avec des techniques de sécurité si on était un artiste qui pourrait faire autre chose? Donc, en bas, il y a une des œuvres qui a été produite par l'artiste Scott Lyle. Je peux vous en parler en grand détail si vous voulez par la suite, mais en gros, c'est une image de galaxie qu'il a transformée. Donc, il voulait jouer un peu, il ne voulait pas démontrer en fait les meilleurs aspects de la technologie, il ne voulait pas démontrer, faire une preuve scientifique, mais il voulait vraiment explorer ça d'une manière un peu différente. Donc, je laisse ça ici. Mais ce que je voulais dire par contre, c'est que comme c'est souvent le cas dans un tel regroupement interdisciplinaire, il y a des défis de traduction entre les membres du groupe, de compréhension mutuelle, de rapprochement essentiel. Ce que nous avons découvert, c'est que l'histoire de technologie était un tel point commun. Expliquer comment une image nano-optique est produite, c'est vraiment compliqué, mais nous nous sommes rendus compte que la logique de production de ces images reposait sur les mêmes principes que des anciennes techniques photographiques, notamment une technique du Dufay Color, je ne sais pas comment on dit en français, mais la couleur du Dufay, et des autochromes. Donc, l'obsolète ici est productif dans le sens d'être une inspiration pour le nouveau, qui peut utiliser les mêmes principes et le refaire avec des nouveaux matériaux. Donc, ça, c'est le site web du projet que vous pouvez aller visiter. Ça existe vraiment dans le monde. Et je vous lis l'extrait de cette page sur la page d'inspiration qui nous dit « As the lab's techniques of addition developed or shifted, a variety of terms were floated about in the team to describe this new nano-optical visual technology. Nanographs, nanophotos, nanoprints, nanofilm, nanoetchings. The familiar ring to these names was no coincidence, as the material process of adding an image to a substrate follows the same logic as analog methods for producing images. And these processes did serve as inspirations for the scientific team. » Donc, ça, c'est un extrait. Ça continue, mais il y a une logique similaire. Donc, un substrat noir et blanc avec une couche RGB. Donc, la même idée est appliquée à l'échelle nano pour les images nano-optiques. Donc, voilà un rapprochement qui nous a aidés dans le projet. Je passe donc à ma deuxième proposition, que les médias rétroactifs sont subversifs. Et ici, je vais me tourner vers des projets étudiants particulièrement de maîtrise. Dans le premier projet, à gauche, une étudiante du nom de Audrey Maud Salardo a travaillé sur les magazines soi-disant slow, c'est-à-dire qui participent à un retour vers des formes de production et de consommation lentes, et particulièrement dans son cas, les médias à travers lesquels elle le fait, ou l'a fait, elle a terminé. Et ce sont les magazines imprimés avec une haute qualité de production qui encouragent la prise de temps, le partage de la publication avec d'autres et aussi la sauvegarde de la publication. On peut aussi noter la tendance actuelle pour les foires de usines, des publications et éditions artisanales qui pourraient être comprises dans le même ordre d'idée de retour à la publication et l'édition artisanale. Dans le deuxième projet, à droite, Alexandre Bélan a commencé à réfléchir aux chambres noires communautaires comme des espaces implicitement politiques et même subversifs. Non seulement rend-il encore possible la photographie argentique, mais en ce faisant, il continue de promouvoir le contrôle individuel sur la production. Contrairement à la prise de photos avec la boîte noire qu'un téléphone cellulaire et la manipulation de l'image par des logiciels automatisés, fermés ou du moins programmés, la photographie analogique qu'on va développer soi-même demande à ce qu'on comprenne comment le faire. Et comme dans mon exemple précédent, demande aussi une compréhension des matériaux, de la chimie, de la physique, de l'aspect scientifique de capter une image. Comme espace communautaire, on peut aussi parler de l'effet rassembleur de cette pratique, du co-apprentissage,
une organisation non hiérarchique, toutes des idées qui pourraient assembler comme passé et même idéalistes. Sans qu'il le nomme nécessairement, sans qu'il le nomme comme ça, lui aussi, par la pratique de la photo argentique, nous donne un exemple d'un désir pour le slow. Et cette lenteur, qui ici est le point commun des projets, est aussi ce qui est rétroactif. Prendre son temps, soit dans la production ou la consommation, et une résistance à la vitesse 24/7, comme l'a si bien décrit Jonathan Crary, au rythme et logique marchande. Prendre son temps, c'est aussi prendre contrôle des médias eux-mêmes, mais aussi de se prendre contrôle, de choisir d'être out of sync, out of step, out of rhythm, d'être désynchronisé par notre lenteur et notre inefficacité, notre manque de productivité, comme un choix et une position active et politique. Finalement, troisième proposition, les médias rétroactifs sont haptiques. Ici, je me demande si haptique est le bon mot. Peut-être ça devrait être matériel, affectif ou sensoriel. Mais je fais attention ici parce que les médias numériques sont aussi matériels, affectifs et sensoriels. Donc, c'est un terme duquel je ne suis pas certaine et peut-être vous avez une meilleure idée, mais je me suis arrêtée à haptique. Donc, vraiment, c'est l'idée de l'expérience de toucher les choses avec nos mains. Donc, je suis restée avec haptique parce qu'on ressent qu'il y a une différence dans l'expérience matérielle des médias qu'on considère comme rétro, mais peut-être un autre thème serait meilleur. En gros, l'idée ici porte sur nos usages des médias rétro comme démontrant un besoin pour une interaction avec nos mains. Cette matérialité, elle est donc très corporelle, manuelle, et se retrouve dans tous les projets dont j'ai parlé jusqu'à présent. L'exemple que je vais vous introduire ici est lié à un séminaire que je donne qui s'appelle « Bricoler les médias ». Sur le plan théorique, c'est un cours critique sur la technologie, mais méthodologiquement, il le fait par l'entremise d'une réflexion sur le faire, le making. Le terme bricoler, qui vient de Lévi-Strauss, est important. Il nous dit « le bricoleur œuvre de ses mains, utilisant des moyens détournés par comparaison avec ceux de l'homme de l'art. Son univers instrumental est clos et la règle de son jeu est de toujours s'arranger avec les moyens du bord. » Étant dans un département de communication, nous ne sommes pas, professeurs ni étudiants, généralement, à l'aise à travailler et produire avec nos mains, ou du moins, on n'y pense pas comme ça. Donc, le travail de départ est une refamiliarisation avec nos mains, avec le manuel et de ce qu'on peut apprendre et savoir avec elles. Dans le cours, je commence souvent avec des textes sur le dessin, l'artisanat, les textiles, comme un ensemble de pratiques qui nous aident à penser à un rapport matériel avec les choses. Nous arrivons ensuite à toute une gamme de pratiques qui découlent de cette relation manuelle de faire, le hacking, le DIY, ou faire soi-même, la réparation, etc. Ce qui ressort dans ces pratiques est similaire au travail sur la photographie d'Alexandre. C'est un désir de reprendre contrôle, de réagir contre l'obsolescence programmée et les boîtes noires, de réapprendre à pouvoir faire les choses soi-même, d'être self-reliant dans un sens. Donc ici, les savoirs manuels peuvent être eux-mêmes conçus comme rétro, comme des connaissances qu'on a besoin de réactiver. Donc, je montre des projets qui ont émergé dans ces cours-là. À la fin de chaque année, on a un Maker Faire, donc des projets finaux. Donc ici, c'est un projet avec un Raspberry Pi, donc c'est un microcontrôleur et c'est un émulateur d'un Nintendo NES. Et on peut jouer des jeux rétro avec 12 jeux rétro sont programmés sur ça. C'est la Super NES. Juste préciser, je vois l'image. Super. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un projet qui serait plus dans l'ordre un peu comme plus sophistiqué technologiquement. Pas tout le monde fait ça. Dans ce cours-là, des fois, il y a des choses beaucoup plus artisanales. Ici, d'autres exemples. À gauche, c'est une étudiante qui a produit une radio, transistor, et sa recherche portait sur les communautés hams, donc les communautés amateurs de radio, et elle a donc produit sa propre radio aussi. Et à gauche, c'est une étudiante de Dominique, Janice Nadeau, qui est doctorante en cinéma, mais qui est une illustratrice. Et qui, dans ce cours, ce qu'elle voulait faire, parce que l'objectif dans ce cours, c'est aussi de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Donc, on n'est pas obligé de faire quelque chose qu'on ne connaît pas faire. Mais elle dessine, mais ce qu'elle voulait comprendre, c'est comment
comment on pourrait comprendre les algorithmes des logiciels qui automatisent ce qu'elle fait comme quand on dessine, donc Photoshop. Donc, comment est-ce qu'on pourrait créer un algorithme analogique et le dessiner. Donc, elle a créé une sorte donc, un algorithme. Ici, voici le résultat des calculs qu'il a fait dans ce algorithme. Donc, le projet s'appelle un pattern aléatoire. Donc, comment comprendre un pattern, comment programmer un pattern analogiquement. Oui, donc je pourrais vous montrer plein d'autres exemples de projets et ateliers qu'on fait dans ce cours-là, mais je vais juste en mentionner un. C'est un atelier avec le nom Field Recordings, et vous voyez le jeu de mots avec le mot field, écrit comme émotion et non comme terrain. Et dans cet atelier, nous avons appris à sentir les livres. Donc, encore une fois, c'est un peu un hasard, mais c'est pas moi qui ai choisi vraiment qu'on fasse comme c'est pas mon intention. Mais encore une fois, on est arrivé à parler de papier, d'imprimé. Ici, chaque personne dans la classe devait apporter un livre qui lui était important. Et à travers différents exercices de l'animatrice, on a dû chacun développer des mots-clés associés à un livre qui n'était pas le nôtre. On devait donc faire tout avec le livre sauf le lire. Donc, le sentir par le nez, tourner ses pages lentement, le lancer par terre. Donc, c'était un peu étrange parce qu'on ne passe pas tellement de temps à manipuler ces livres. Mais l'objectif pour l'animatrice, c'était de nous familiariser avec l'aspect matériel du livre, de valoriser cette expérience qui peut être différente pour chaque livre que nous avons. Et ensuite, elle a produit ce petit zine avec l'image de chaque livre et les mots-clés qui ont émergé. Et elle a produit ça pour tout le monde. Donc, on a tous un petit livre qui vient avec cette expérience-là. Donc, dernier point, c'est comme certains d'entre vous savent, dans le département, on vient d'ouvrir un laboratoire de création et fabrication. Dans ce labo, il y a plein de sortes de choses différentes. Le but, c'est de vraiment supporter les projets de recherche-création dans le département, mais il y a plein de choses dans ce laboratoire, des imprimantes 3D, des microcontrôleurs. Mais les 2 premiers ateliers que nous avons faits, qui étaient des initiatives étudiantes, ont été sur la couture et le dessin. Donc, pourquoi c'est le cas? Ce serait une question justement ouverte qu'on se pose, puisqu'ici, on a accès à tellement de choses différentes, mais c'est là où les étudiants veulent commencer. Donc, pour conclure, une pensée rétroactive pense que les médias soient dits rétro dans le moment actuel et le fait en passant par le productif, le subversif et le haptique. Ce sont des médias repris et réactivés pour le présent, résistant à l'obsolescence, en nous apportant des façons de faire et savoir qui sont toujours pertinentes. Je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Première remarque, commentaire. En fait, je trouve qu'il y a une belle ligne qui s'est dessinée entre plusieurs présentations depuis ce que Guillaume nous disait ce matin dans le fait de redéfinir l'espace urbain pour favoriser des moments de lenteur, comme une forme de résistance, en fait. Katharina aussi a évoqué cette réalité-là de la nostalgie qui n'est pas strictement réactionnaire, en fait, qui peut être une forme de résistance. Et on l'a vu donc avec certains des exemples. Et finalement, j'avoue que ta présentation m'a complètement réconcilié avec ma lenteur et comment dire, quand je vais être affalé sur mon divan à l'avenir en train de jouer à des jeux rétro, je vais pouvoir lever le poing et dire résistance, révolution. Donc, cette journée m'a vraiment réconcilié avec moi-même. Plus sérieusement, donc, je vais plonger peut-être, ou je vais t'encourager à parler peut-être un peu plus en détail de choses que tu as évoquées, parce qu'on voit que tu as une tonne de projets, c'est foisonnant et ça résonne très bien avec ce qu'on veut faire dans ce projet. Au niveau de la production, donc l'impression nano-optique, j'adore, c'est un exemple effectivement idéal pour dire qu'il y a une espèce il y a des technologies qu'on aurait qualifiées d'obsolètes, où il y a encore de l'innovation, qui servent d'inspiration en fait pour l'innovation. Dans ce que tu as présenté de nano-optique, il n'y a absolument aucun procédé numérique. Enfin, si on veut être plus juste, on devrait utiliser la technologie informatique, je pense, comme façon de la nommer, où c'est un maillage savant de technologies donc informatique et optique. Oui, mais c'est le processus, donc c'est assez complexe. Il y a beaucoup d'étapes différentes. Dans certaines étapes, il faut des logiciels
pour faire des choses. Donc, il y a des éléments numériques dans la production. Mais à la fin, la chose elle-même qu'on produit, c'est très physique. On produit, c'est des trous dans le matériel. Et le matériel, c'est la lumière qui va rebondir dans le matériel. Donc, à la fin, ce qu'on produit, on pourrait dire, une chose super sophistiquée, analogique, parce que c'est structurel, c'est physique. Ça réagit à la lumière. Oui, mais pour le faire, oui, il faut des technologies qui utilisent le numérique aussi. Donc, c'est vraiment une hybride de technologies qui est dure à décrire dans ces deux catégories-là simples parce que ça ne marche pas tellement bien non plus. Donc, c'est impossible à faire sans le design assisté par ordinateur, Oui. si je comprends bien. Oui. Mais à ce moment-là, est-ce que ça vient un peu remettre en question ton postulat? C'est-à-dire que finalement, la technologie qu'on qualifierait d'obsolète permet quand même de générer de l'innovation dans ce domaine de haute performance. Est-ce qu'au contraire, l'innovation ne peut être conçue qu'à travers, encore une fois, la loupe informatique ou en fait le design assisté par ordinateur? Ben, c'est ça, non, parce que l'étape de laquelle je parlais, c'est vraiment une étape, une étape qui est physique, qui demande d'aller dans des clean rooms, dans des chambres, je ne sais pas comment je appelle ça, mais des salles où on fait vraiment de travaux du matériel et on doit vraiment faire physiquement des couches des substrats, de chimiques, tout ça. Donc, c'est là où l'inspiration avec l'analogique vient, c'est dans cette étape-là. Et ça, je pense justement, il y a l'inspiration de comment fonctionne la photographie pour comprendre comment ces étapes-là peuvent fonctionner. Oui. Merci. En lien avec la matérialité, donc dans ton troisième point, finalement, haptique, effectivement, c'est toujours le terme est difficile à trouver. On sait tout ce que tu veux dire, mais avant, on utilisait la fausse dichotomie matériel-immatériel, ce qui est encore pire, je pense. Mais il y a une hapticité aux deux phénomènes. Mais oui, on comprend qu'il y a une espèce de regain de cette idée de toucher, de faire, de fabriquer avec ses mains, donc de redécouvrir ses mains, pour paraphraser Lévi-Strauss. Est-ce que cette idée de bricolage, donc ça cadre très bien avec ce que tu présentais en termes de médias rétroactifs. J'adore l'expression. Donc, le DIY, s'arranger avec les moyens du bord pour bricoler, ça dit très bien, en fait, ça montre très bien ce que tu veux communiquer par l'idée de médias rétroactifs. Mais qu'en est-il, donc en dehors de cette culture du maker, du bidouilleur, qu'en est-il du collectionneur? Est-il, lui, rétroactif? Et là, je voulais t'entendre, en fait, est-ce qu'ils sont dans la fétichisation? Le mot est revenu à quelques reprises durant la journée, et j'étais curieux de t'entendre sur ce sujet-là plus particulièrement. Est-ce qu'il est rétroactif dans un premier temps? Je sais pas encore, faudrait que j'y pense. C'est une question ouverte, je pense. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ouverte à tout. C'est-à-dire que. Je vais ouvrir la salle après. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si le collectionneur, ça dépend peut-être pourquoi il le fait, si c'est. Parce que un maker, c'est vraiment quelqu'un, ou un bricoleur, c'est quelqu'un qui utilise, qui fait, qui n'est pas juste dans une relation de contemplation avec les choses qu'il est en train de faire. Ouais. Donc, je ne dirais pas qu'un collectionneur est un bricoleur, c'est d'autres choses. Donc, est-ce qu'il est rétroactif? Oui, s'il est rétroactif. Je serais curieux d'entendre l'entrée. Oui, ma réaction première est de dire non, mais c'est pas parce que j'y pensé encore. C'est juste que j'ai cette réaction-là à dire particulièrement. Mais... On est là pour y penser ensemble. Oui, c'est ça. Je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, André Habib, fétichiste ou rétroactif? Qu'est-ce que tu préfères? Je te donne 2 minutes pour y penser. C'est ça, c'est pas évident. Autre chose. Mais il me semble assez évident que ça dépend de quel collectionneur on parle, parce que le collectionneur, ou comme le bricoleur, je dis, il y a des gens qui sont bricoleurs. Mon beau-père est bricoleur. Il n'est pas rétroactif. Ceci dit, il peut inspirer de la rétroactivité, c'est-à-dire que quelqu'un qui, lui, est intéressé ou fasciné par cette chose qu'il n'a pas connue. Parce que donc, le bricoleur qui a toujours été bricoleur, parce que lui, son père est bricoleur, son arrière-grand-père était bricoleur, et donc il bricole parce qu'il bricole, parce que tout le monde a toujours bricolé. Là. Je ne pense pas qu'il est dans une conception, qu'il est dans un rapport au passé, il est juste dans une sorte de continuité, alors que celui qui n'a pas connu l'art du transistor, par exemple, ou qui n'a jamais ouvert un transistor et jamais bidouillé un circuit transistor, qui a 25 ans aujourd'hui, qui a envie de redécouvrir ça, c'est sûr qu'il y a une forme de réaction rétroactive ou quasiment radioactive qui se provoque chez lui, qui est positive, qui est tout à fait différente, j'ai l'impression.
Mais je ne sais pas. Dans un article que j'avais lu qui est particulièrement intéressant sur le fait d'être en contact avec les matérialités obsolètes, entre guillemets, il y a un gain cognitif. Donc, même si on est là strictement pour la contempler, le fait qu'il y ait des traces de matérialité ou de dégradation nous questionne et nous fait nous questionner sur la matérialité. Donc, c'est comme un gain cognitif pour les collectionneurs de reconstituer les processus physiques ou chimiques qui peuvent mener à ces objets-là à travers la confrontation avec l'obsolescence. En fait. Donc, il y a peut-être une forme d'activité dans cette... Ça rejoint le premier point que tu faisais, dans cette curiosité cognitive à l'objet, il y a une forme d'activité. Enfin, moi, j'aime bien concevoir les collectionneurs comme étant des gens actifs pour maintenir ou raviver une mémoire ou un fonctionnement ou un médiatique pour le documenter et le communiquer, en fait. Je pense que tu as la réponse. J'ai répondu à ma propre question. Ça dépend juste sur quel angle, juste pour finir. Oui. La productivité du collectionneur dans le domaine, par exemple, dans nos domaines, enfin, en cinéma historiquement, n'eût été des collectionneurs, une bonne partie du patrimoine aurait disparu. Dans le domaine du jeu vidéo, pareil, n'eût été des collectionneurs et des communautés de fans. Je veux dire, une bonne partie du patrimoine vidéoludique qui aurait disparu. Tout à fait. Donc, il y a une productivité sur ce plan-là, même s'il ne servait pas, même si ce n'était pas conscient, ce n'était pas avec une volonté peut-être tout à fait consciente d'être des conservateurs involontaires d'un patrimoine vidéoludique. Je ne pense pas que beaucoup de collectionneurs de jeux vidéo avaient cette idée-là en tête. C'est venu dans la mise en discours après, mais tu as raison, a priori, quand les gens ont commencé à faire ça, c'était plus une impulsion, c'était une volonté de préserver la culture qu'ils consommaient. Donc, mais maintenant, oui, les projets faits par les fans, les amateurs de préservation, oui, bien sûr qu'ils vont se mettre en discours comme étant des archivistes, des conservateurs amateurs, etc. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? En fait, sur ce point, je vais juste donner un exemple qui me fait penser à le collectionneur qui peut aussi devenir une sorte d'expert, qui est celui qui possède toutes les connaissances de la chose. Il y a un documentaire, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça s'appelle Typographic Man. C'est avec Tom Hanks, c'est sur la typographie. C'est Tom Hanks? Oui, c'est lui qui, je pense que c'est le producteur. Ah, d'accord. Je l'ai vu dans l'avion Air Canada, mais c'est bon. Mais c'est un documentaire sur la culture de la machine à écrire en Californie, puis le petit magasin qui répare, puis c'est ce magasin qui répare encore les machines à écrire et tout ça. Mais dans l'histoire du documentaire, il y a aussi une personne qui est comme... c'est un Canadien, en fait, qui est collectionneur de machines à écrire, puis qui a toutes les machines à écrire, sauf il en manque une. Il y a une machine qu'il voudrait avoir, puis il y en a seulement comme X dans le monde qui reste. Et une personne en a comme 12. Puis il en reste, puis sinon, c'est dans des musées, tout ça. Donc, il va voir la personne pour s'il pourrait l'avoir, puis tu vois qu'il est super précieux, avec comment je peux le toucher, merci, c'est tellement gentil. Mais le monsieur, il ne veut pas lui vendre comme même un de ses 12. Il est méchant, mais ces gens-là, c'est vraiment comment dire, c'est eux qui savent, qui connaissent ces machines-là. Il y a personne d'autre qui les connaît mieux que eux. Je ne sais pas, ça me fait penser un peu à cette idée que c'est productif pour les connaître, ces choses-là. C'est aussi qu'ils en prennent soin, ces choses-là, sinon elles ne deviendraient pas usables. Donc, ils en prennent soin, ils les réparent. Donc, ça devient des choses qui sont en fait utilisables avec ces gens, dans leur contexte. En tout cas, pour faire un parallèle avec les présentations précédentes, je crois que le monde muséal a dû se rabattre sur le savoir-faire de certains collectionneurs. En jeux vidéo, c'est inévitable. Mais j'imagine que dans d'autres pratiques médiatiques aussi, ça a été essentiel. En cinéma, en photo, certains collectionneurs ont mis l'épaule à la roue, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que tu allais rajouter? Non, mais juste ton exemple des 12 machines à écrire me fait penser à quelque chose. Ce sont des savoirs très particuliers que les collectionneurs peuvent avoir par rapport à leurs objets. Il y a un collectionneur à Montréal qui s'appelle François Lemay, qui, dans sa collection, a entre autres, je pense qu'il y a 32 Bolex H16, qui est un modèle classique de la Bolex, la caméra que tout le monde dans le cinéma expérimental connaît par cœur, mais qu'on a souvent caractérisé, nous, comme la H16, c'est une caméra. Puis je dis, François, pourquoi tu en as 32? Il dit, mais je vais te montrer. Puis là, il m'en sort 3-4 pour me montrer qu'entre tel modèle, puis tel modèle, puis tel modèle, puis tel modèle, il y a des micro-variations. La poignée est un peu plus haut, un peu plus basse. Il y a tel bouton. Et qui, en fait,
moi, dans mon savoir très rudimentaire et n'ayant pas eu entre les mains 50 Bolex, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait des micro-différences. Et donc, les 12 machines à écrire avaient peut-être des légères variations et que du coup, ça fait partie du savoir industriel par rapport aux objets. Et pareil pour les appareils photo. Donc, c'est un savoir qu'à la limite, je sais pas, l'historien de la technique pourrait parler de la caméra Bolex comme étant une entité. Le collectionneur, lui, est capable de distinguer dans des micro-détails a priori assez anodins la vie industrielle de cette caméra-là à travers ses multiples générations ou ses multiples productions. Mais on pourrait c'est même... un savoir très bizarre, en fait, mais un savoir très précieux en même temps. On pourrait même peut-être parler de quelque chose comme le fétichiste comme étant l'expert de la chose. Oui. Parce que c'est une obsession, c'est aussi une expertise. Mais le fétichisme, c'est aussi un savoir improductif, quoi. Il y a quelque chose improductif, mais ouais. Je préfère le terme savoir dormant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment ce savoir-là peut être utile jusqu'à temps que quelqu'un trouve une filiation, une généalogie intéressante. D'où l'intérêt d'avoir ces experts en dormance qui sont là pour nous éclairer le moment important. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Vous êtes fatigué en fin de journée, mais Katharina? J'avais pas vu? Ah, c'est gentil, merci. Excuse-moi, j'avais pas vu. Juste sur le terme fétichisme, je me demande si c'est productif ou improductif, chacun déterminera, de penser à ça dans la conception comme en psychologie. Le fétichisme tel que diagnostiqué dans le DSM-5 et éventuellement le DSM-6, c'est un trouble d'ordre psychosexuel qui traduit un déplacement du désir plutôt que le désir soit centré sur le sujet avec qui on est en amour qu'on désire, il est déplacé sur un objet. Et donc, l'objet devient récipiendaire du désir et c'est diagnostiqué comme un trouble. Bon, le DSM, c'est super normatif, là, surtout au niveau de la sexualité, mais bon, c'est catégorisé comme un trouble parce que finalement, l'absence de l'objet mène à l'absence de désir, finalement. L'objet devient la conséquence, la condition sine qua non pour que le désir se manifeste et se mette en place. Je me demande si c'est peut-être pas quelque chose qui est utile et productif à penser cette relation-là. Quelqu'un qui fétichise sur l'objet, ça prend des trucs qui sont peut-être accessoires, finalement, à côté de la vraie essence de ce que devrait être un désir. On peut rentrer dans des cases, là, est-ce que c'est prescriptif ou quoi, mais bon, ça peut être... Je comprends à 100% ton observation. Si on prend la définition psychologique, Thomas Sebeok, en sémiotique, a travaillé sur la notion de fétiche et puis il fait une espèce de survol dans toutes les humanités. Quelles sont les définitions de fétiche? Puis apparemment, le point d'origine, ça viendra notamment des sciences religieuses ou enfin du phénomène religieux, où là, c'est pas un truc pathologique. En fait, c'est une manière d'invoquer un sentiment spirituel profond à travers un objet. Et là, il n'y a pas le trouble, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que dans le rapport au collectionneur à ces objets fétiches, là, il y aurait quelque chose de non négatif ou de pas troublant, finalement, de le percevoir comme une manière d'invoquer la forte impression psycho-affective que son média d'attache lui a procuré à différents moments de sa vie. Et là, il y a peut-être un lien à faire avec l'anthropologie ou les sciences de la religion. Enfin, on pourrait replonger dans l'article de CBA pour le savoir. Donc, Katharina, et on revient à André après. Moi, je te remercie vraiment pour ta présentation aussi, parce que je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais je trouve qu'on est quand même, nous aussi, à l'université, ailleurs, je suis toujours conditionnée à penser ces digital humanities. Puis, j'ai l'impression qu'on est mis un peu là-dedans pour finalement, là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment parler de la coexistence et qu'il y a des choses qui n'ont pas si figées que ça. Donc, je trouvais ça très bien, en fait, la présentation qui arrive vers la fin, parce que rien n'est complètement linéaire. Et puis, je pense qu'il y a aussi comme une archéologie du fait, même l'archéologie des médias, on en a entendu parler l'autre fois, mais ça aussi, ça existe depuis longtemps, l'archéologie des médias, même ça, c'est un carrefour pour dire beaucoup de choses. Donc, je trouvais ça vraiment très bien que toi, à la fin, tu arrives vraiment pour revenir en fait, à la question de l'artisanat, André le bricoleur, collectionneur, et même la notion de rétro, je trouve intéressant qu'on y revient parce que finalement, en théorie de la com, on revient chaque fois quand même aussi à la cybernétique, au système rétroactif. Je trouve intéressant là, c'est comme si on brisait un peu ce système-là pour finalement laisser le temps aussi au jeu, en fait. Puis pas chaque fois de se laisser happer par ces dichotomies qui sont complètement là. Donc, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était une bonne apothéose de ça. Et peut-être, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais oui. Moi, je me sens quasiment oppressée par l'idée qu'il faut que je le mette dans chaque demande ou d'argumentation, le mot intelligence artificielle, et numérique, digital humanities, big data. Moi, je trouve ça très fatigant. Ça ne nous empêche pas d'y réfléchir de façon critique. Je pense qu'on fait ça et qu'on est nous-mêmes pas mal omnibulés par les discours marketing autour de nous, là, malgré nous-mêmes. Voilà, qu'on est quand même sur une petite machine.
Et puis, je ne sais pas si c'est un livre qui va pouvoir nous aider à avancer en réflexion. Je l'ai commandé il y a quelques jours. Donc, je l'attends avec impatience. C'est Parisi, Ecologies of Touch. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Le sous-titre, c'est Interfacing with Haptics from Electricity to Computing. Je ne sais pas si tu l'as C'est sur ma pile, tu as la oui. chance de lire. Oui, c'est ma petite pile et il est là. Oui. Pardon? J'ai sur ma pile de choses à lire. Ouais, tu Oui. vois, donc, peut-être ça aussi, ça va nous avancer vers là. Donc aussi des rapports dont on a peut-être un peu moins parlé aujourd'hui, de la matérialité du corps qui joue un rôle important aussi avec tout ce qu'on a discuté. Mais voilà, ça, je lance un peu comme ça, là, mais voilà. Parce que même un peu sur les oppressions qu'on a tous les jours, et puis trop capable parfois. Voilà. Oui, j'ai juste dire sur le haptics puis le corps, je ne l'ai pas dit ici parce que je n'ai pas trop mélangé les choses, mais chacun des exemples que j'ai dit a pu penser par d'autres catégories aussi, comme donc le projet d'Alexandre dans les chambres noires, lui aussi, comment il pense beaucoup, c'est que c'est l'anxiété très corporelle, comme disait M. Campo tantôt, que c'est comme t'es penché, oh non, c'est Zoé qui parlait ça, que t'es penché sur la chose, puis que c'est ton corps, t'as mal, puis c'est fatigant, puis donc lui aussi le pense comme ça, mais je ne l'ai juste pas mentionné dans ce cadre-ci, mais c'est, oui, très corporel comme pratique. On revient au geste, en fait, comme on a parlé. Oui. Merci. Merci. André? Il y a un truc de génération sur lequel j'aurais voulu t'entendre un tout petit peu plus, parce que, bon, ce sont des étudiants relativement jeunes, enfin, ils sont bac, maîtrise, peu importe l'âge, Ouais. mais est-ce que tu arrives à c'est la même question que j'aurais pu poser à Guillaume Métier, enfin, sur l'intérêt que ces étudiants à lui avaient pour une ville qui ne serait pas une ville entièrement intelligente et toujours plus intelligente, mais qui retournerait à autre chose, disons, qui offrirait une alternative à ce qu'on nous impose comme étant l'inévitable avenir de la ville ou de la technologie. Est-ce que ce sont des jeunes qui ont d'une part, dans quoi ils ont... Est-ce que leur projet correspond à des choses qu'ils ont connues? Est-ce qu'il y a un rapport filial? Mon grand-père faisait ses photos dans une chambre noire, donc je veux... Est-ce qu'ils ont une logique de continuité familiale ou pas du tout? Et est-ce que c'est des gens qui ont... voilà. Oui. En termes générationnels, comment ça se passe, en fait? Comment est-ce que tu peux... Mais je peux dire, j'ai commencé avec les exemples concrets que j'ai mentionnés, puis ces gens-là, d'où ils viennent, puis après, je peux essayer de dire quelque chose de plus général. Donc, il y avait 3 exemples d'étudiants. Il y avait celle de la radio. Ça, je me rappelle, c'est une étudiante qui avait, avec son père, il était comme un bidouilleur dans son garage, puis elle avait appris beaucoup avec lui de juste être à l'aise avec ça. Donc ça, son père l'a aidé aussi dans la production de la chose. Donc, elle avait cette relation avec lui autour de ça. Puis elle était très aussi investie dans la radio. Elle faisait de la radio, maintenant elle fait un doctorat sur le sujet, donc c'était très intéressée par le sujet en général. Alexandre, son parcours, il vient d'une famille très rural, où il devait tout faire lui-même. Donc, l'exemple qu'il mentionne toujours, c'est que quand il a reçu une bicyclette, son père lui a dit « il faut que tu la démontes puis tu la remontes pour que tu puisses la voir ». Donc, c'était comme il avait dû apprendre à faire des choses. Donc, je pense que lui, après, il a fait autre chose dans sa vie, là, mais je pense qu'il y a ce rapport à savoir faire, puis se débrouiller, puis réparer. Puis, je pense il m'a dit une fois qu'il y a un moment dans sa vie qu'il faisait ses propres vêtements. Puis, donc, il est juste comme à l'aise. Et je pense que pour lui, je pense que c'est très politique de faire ça. C'est ça. Donc, ça, c'est des exemples. Janice, je ne la connais pas assez bien pour savoir d'où elle vient, mais c'est vraiment une illustratrice, donc c'est ça. Donc, je dirais que et les étudiants qui pensent au slow, comme Audrey Maude, je pense que c'est vraiment, ça c'est un exemple, je pense qu'elle, c'est la plus jeune de tous ces exemples-là, puis je dirais que c'est l'exemple le plus commun, dans le sens qu'elle n'a aucun rapport, ou il n'y a pas de lien direct, ou c'est pas clair pourquoi soudainement elle veut retourner à ces choses-là, parce que ses parents sont comme des pharmaciens, puis elle n'a aucun bac en com. Elle n'a pas comme une expérience comme les autres autour d'une relation au fer, ni rien, mais c'est désir pour la lenteur. Moi, je le ressens dans plein de différents contextes de mes cours avec mes étudiants. Ils veulent en parler, ça les intéresse. Dans le bricolage, comme j'ai dit, c'est des ateliers couture, l'atelier de dessin, c'est des choses très lentes, c'est des choses qui sont... et des fils
qui se recoupent là-dedans, c'est ça qu'ils veulent faire et pas autre chose. Et par exemple, dans notre labo de lecture, on lit un livre en ce moment, puis c'est eux qui ont choisi le livre, puis on décide de lire, si vous connaissez, là, Sarah Sharma, On the Meaning of Time. C'est un livre sur la lenteur, comme une chose politique, marxiste, tout ça. Donc, c'est eux qui ont choisi ça, c'est pas moi. C'est vraiment comme le lent, c'est ça qui... C'est comme c'est une réaction. C'est là où c'est comme... Il y a, je sais pas, c'est comme si... C'est ce que je mentionnais, c'est quelque chose qu'ils peuvent contrôler, qu'ils peuvent réagir dans cette décision de ne pas prendre part, de déconnecter. Et c'est pas vraiment une déconnexion parce que souvent ils sont connectés, c'est de vouloir prendre son temps quand ils veulent, ou je sais pas, c'est matériel aussi, ce désir-là, ou dans ce labo-là, par exemple, quand ils prennent des pauses, ils font des pomodoro ensemble, les étudiants, puis quand ils prennent des pauses, ils font des casse-têtes. C'est l'activité collective qu'ils font. Fait que je sais pas, c'est comme si c'est eux qui, moi je les suis, c'est pas moi qui leur impose ces choses-là, en tout cas, c'est une longue réponse à la question. Oui. Academic slackers. Pomodoro puis slacking. Oui. Slacking. Oui. Oui, Ce que j'ai du mal à saisir, c'est que du coup, la lenteur est comme une forme de résistance, de rétroactivité de quelque chose, mais comme tu le décris, c'est quelque chose qui est répandu entre les étudiants, qui est un phénomène de masse, de mode, et c'est là où j'arrive pas à me situer dans ce rétroactif, entre cette mode, oui, cette positivité, cette résistance, puis c'est mon cynisme, je suis l'enfant de 25 ans dont on parle, André, depuis tout à l'heure. Je ne parle que de toi. Ça. Non, mais... Je veux résister, mais tout seul. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Oui, j'ai pas de réponse. Ouais. Moi, j'observe ce qui se passe, c'est ça que je vois, mais je ne sais pas plus que... Je sais pas. C'est ça, je pense qu'on veut comprendre, comme un peu pourquoi on a ces choix-là et pas d'autres. Ou, je sais pas. Il y a une grosse mode du livre de coloriage pour adultes. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Le gros truc, des mandalas pour adultes. Là. Bon, c'est pas du coloriage. Là. Félicitations.